Dimanche aura lieu le second tour des élections présidentielles françaises opposant, comme en 2017, Emmanuel Macron de La République En Marche à Marine Le Pen du Rassemblement National. Les Calédoniens se sentent souvent bien loin de la France métropolitaine, notamment à cause de l'autonomie poussée de notre territoire. Pourtant, la personne qui sera élue à la présidence de la République aura un impact sur le futur de la Nouvelle-Calédonie. Pour parler du programme de la candidate du Rassemblement National, nous recevons Guy-Olivier Quénaud, président du comité de soutien à Marine Le Pen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors pour commencer, une question assez large. Pourquoi est-ce que les Calédoniens devraient voter pour Marine Le Pen au second tour ? Parce que contrairement à ce que beaucoup disent, l'élection à la présidence de la République peut avoir un impact important sur leur vie quotidienne. On parle souvent simplement de l'aspect encadrement de l'évolution institutionnelle, mais selon le programme de la candidate ou du candidat, la façon dont l'État dialogue avec la Calédonie peut avoir des impacts directs, et notamment en ce qui concerne des préoccupations qui sont chères aux Calédoniens et qui sont aussi chères, et ça tombe bien, à la candidate Marine Le Pen, qui sont notamment le pouvoir d'achat, la sécurité au quotidien, l'éducation, le développement économique au profit de la Nouvelle-Calédonie, bien entendu, c'est-à-dire des TPE, PME qui la composent, la problématique de retombées des ressources minières, etc., etc. Donc ce n'est pas parce que juridiquement la Calédonie a des compétences administratives de par son statut sur, par exemple, l'économie, que l'action régalienne de l'État ne peut pas l'accompagner. Un exemple intéressant, c'est le coût de la vie, qui va malheureusement continuer à augmenter durement vu le contexte international. Nous sommes par essence, nous sommes des Iliens, donc la problématique du coût de la vie, elle est surtout liée au fait que nous sommes excentrés et que nos approvisionnements sont chers. Eh bien, un moyen de faire baisser le coût de ces approvisionnements, c'est de au moins pouvoir supprimer cette surtaxe de tous les produits que nous importons hors communauté européenne, et ils sont nombreux, que ce soit des pièces détachées, des produits d'alimentation, des produits de consommation courante, et qui supportent une surtaxe de 10%. Cette surtaxe de 10%, il faut bien voir qu'elle s'applique en bout de chaîne, c'est-à-dire après le coût du fret, qui supporte lui-même des taxes, après les assurances, et après le coût même des marchandises. Donc ça fait un effet d'empilement, et la suppression de ces taxes, qui sont recouvrés actuellement par les services de douane, qui sont des services que finance l'État, et qui impactent donc le pouvoir d'achat des consommateurs. La suppression de ces taxes permettrait d'avoir un coût de la vie, et notamment sur les produits de consommation courante, l'électroménager, une partie de l'alimentation, et par exemple des pièces détachées, qui sont des éléments essentiels pour nous, permettrait de faire une baisse de l'ordre de 10% du coût de la vie. Et évidemment, ces baisses de recettes fiscales, parce que ça serait le cas, c'est du pouvoir d'achat en plus pour les Calédoniens, mais des baisses de recettes fiscales, seraient intégralement compensées par les dotations globales de fonctionnement entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. C'est exactement le même principe qui aurait lieu dans les autres territoires d'outre-mer, les départements notamment, qui eux sont régis non pas par des droits de douane de ce type-là, mais par ce qu'on appelle l'octroi de mer. Donc ça fait partie du programme, c'est la suppression de l'octroi de mer. Encore une fois, le programme Outre-mer, c'est un point central de la campagne de Madame Le Pen. C'est un programme qui a demandé beaucoup de travail, qui a une vision sur 15 ans, et qui vise notamment à redonner à l'outre-mer toute sa place et nous sortir un peu de la situation de citoyens de seconde zone que nous sommes devenus, parce que le bilan d'Emmanuel Macron, c'est la tiers-mondisation de l'outre-mer. C'est la paupérisation de la France, mais et en partie la tiers-mondisation, malheureusement, de certains territoires. Mais pour l'outre-mer, c'est vraiment flagrant. Parce que en fait notre niveau de vie et la cherté de notre vie n'a fait qu'augmenter, notre niveau de vie n'a fait que baisser. Citoyens de seconde zone parce que on le voit, par exemple, nos étudiants lorsqu'ils vont en France, c'est compliqué, ils sont quasiment considérés comme des étrangers, parfois ils n'ont pas de numéro de sécurité sociale, etc. Tout ça, tous ces éléments clés du quotidien, eh bien puisque ça fait des années que ça traîne au niveau local, ça sera donné par l'État. C'est-à-dire que tout citoyen calédonien aura automatiquement un numéro de sécurité sociale. Quand il sera en France, il ne sera pas considéré comme un étranger. Ça, c'est basique, c'est simple, ça fait partie du régalien. Autre point,
concernant le pouvoir d'achat. On sait que la vie est très difficile, notamment pour les jeunes couples, les jeunes ménages qui commencent dans la vie, etc. Eh bien, pour les jeunes ménages, il y aura un prêt national à taux zéro de 100 000 euros, donc 12 millions de francs pacifiques, pour l'acquisition d'un logement. Et ce prêt sera transformé en subvention au troisième enfant. Donc c'est une incitation pour les familles françaises, et nous en faisons partie, pour développer la natalité. Et puis c'est aussi une aide fondamentale au pouvoir d'achat, parce qu'un prêt à taux zéro sur son logement, ça permet d'avoir des traites acceptables. Donc c'est, vous voyez, trois petits sujets comme ça qui sont du quotidien. Et ça, l'État peut accompagner. L'État a aussi un rôle, quand il dialogue avec les collectivités ultramarines, a aussi un rôle, je disais, d'accompagnant. Et quand la problématique de l'État, c'est d'appuyer la création d'emplois, de favoriser l'emploi local et les retombées locales, eh bien, il peut mettre des conditions au contrat de développement, aux garanties bancaires qu'il donne pour les grands projets. Je donnerai un exemple. Ce qui se passe actuellement, l'actualité en a parlé, sur Pony Resources. Beaucoup de syndicats, d'entreprises sont inquiètes parce qu'ils viennent de perdre potentiellement des marchés avec la venue de 300 travailleurs indiens. Eh bien, certes, le droit du travail, c'est effectivement la compétence technique de la Nouvelle-Calédonie, mais l'État a quand même apporté des garanties à ces projets, la facilité des financements. Eh bien, dans la bonne gouvernance de ces projets, l'État peut mettre des conditions, c'est-à-dire prioriser les appels d'offres à des critères de priorité aux entreprises locales. D'accord. On peut très bien dire, et aujourd'hui on pourrait le faire, mais comme c'est pas la préoccupation de l'État, et c'est pour ça que la personne qui sera à la tête de l'État, sa problématique, la façon dont elle envisage son rapport au peuple français et au peuple des Outre-mer est importante, puisque si la priorité de la chef d'État, c'est effectivement le bien-être économique des collectivités d'outre-mer et des citoyens, ben, elle accompagnera, l'action de l'État ira tout le temps dans ce sens. Et ça, on pourrait déjà le faire, mais c'est pas fait. Et donc, cette priorité, juste pour terminer, ça ne veut pas dire une exclusivité et blocage de projet, comme j'ai pu parfois l'entendre. Ça veut dire que d'abord, on favorise les entreprises locales, c'est-à-dire qu'on permet la répartition en lot équitable de façon à ce que tout le monde puisse avoir sa part. Et puis, effectivement, s'il n'y a pas, pour une raison X ou Y, la compétence locale et la ressource locale, effectivement, à ce moment-là, on ouvre de façon à ne pas bloquer l'avancement du projet. On est bien d'accord. Mais c'était pour donner des exemples concrets. Donc, il est faux de dire, parce que c'est arrangeant de le dire pour certains, que finalement, l'élection présidentielle, ça concerne que les métropolitains. Oui. Voilà. Et donc, malheureusement, avec cette vision-là, il faut lui rendre hommage. Il n'a pas fait pris que des bonnes décisions, le président Chirac, dans sa vie, mais au moins, il aimait l'outre-mer. Mais depuis le président Chirac, on n'a que des présidents qui n'aiment pas l'outre-mer, qui n'ont pas ce rapport au terroir, qui n'ont pas ce rapport à la personnalité de chacune des régions ultramarines. Vous voyez, le gouvernement Macron, lui-même, c'est quelqu'un qui vient, et puis finalement, son comportement a montré qu'il n'a jamais vraiment cessé de l'être. Il vient de la banque d'affaires, et donc il n'a pas d'affect avec les terroirs, il n'a pas d'affect avec la petite économie locale qui fait notre spécificité. Donc je suis toujours surpris quand j'entends des gens effectivement attachés à la personnalité de la Nouvelle-Calédonie, à la défense de son identité, à la défense de son économie locale, faire l'apologie et soutenir un candidat qui a les valeurs inverses. L'ouverture au marché, la dilution dans l'Europe, la non-participation directe des citoyens à leur nation, parce que pour Emmanuel Macron, la vision de la nation, c'est une vision noyée dans la Commission européenne. D'ailleurs, il l'a dit lors du débat ce matin, c'était amusant, il y a eu un lapsus intéressant, quand il reprochait à Marine Le Pen de dire « Mais non, votre projet de redonner le pouvoir au peuple, etc., c'est inconstitutionnel. » Ben non, il devrait le savoir en tant que gardien de la Constitution. Le peuple est le constituant, c'est-à-dire que ce que décide le peuple par référendum pour modifier sa Constitution devient la Constitution. C'est l'essence même de notre contrat social. Et la phrase qu'il a eue, c'est de dire on ne change pas comme ça les règles du club. Parce qu'il considère en fait que la France fait partie d'un club. Oui. Comme le club de Davos, comme un club d'affaires. C'est pour ça qu'il n'a jamais pris la mesure de sa fonction présidentielle et il n'a jamais montré d'affect envers le peuple français et encore moins envers les ultramarins. Et j'en veux pour preuve, d'ailleurs aujourd'hui, vous allez sur sa page Twitter, à quelques jours du deuxième tour, la page Twitter du président de la République française, c'est le drapeau de l'Europe. Il n'y a pas un symbole national.
Donc, il annonce la couleur. Donc nous, pourquoi on le défend et pourquoi on défend aussi vis-à-y des Calédoniens quelqu'un qui aime sa nation? Parce que on sait qu'il y a aussi des nationalistes en Nouvelle-Calédonie. Mais pour dialoguer sur un statut futur, il n'y a que des nationalistes qui peuvent se comprendre entre eux. Parce que nous aimons notre nation et nous disons il n'y a pas de conflit à être à la fois pleinement calédonien, pleinement kanak, pleinement océanien, et faire partie de la grande famille de la République française. Mais justement, sur ce sujet, les discussions avec les indépendantistes en ce moment, elles sont un peu au point mort. C'est pas étonnant. Est-ce que Marine Le Pen a une stratégie sur ce dossier? Est-ce qu'elle est en contact en ce moment avec des chefs indépendantistes ou est-ce qu'elle aimerait justement établir un dialogue sur le sujet? Alors, vous savez bien que officiellement, il ne peut pas y avoir de contact public, mais que nous-mêmes, elle-même, son entourage, a des liens avec les responsables politiques indépendantistes, évidemment. Parce que c'est des liens humains, c'est des liens pour certains, parce que certains de ses conseillers connaissent très bien la Calédonie, ils y sont venus maintes fois, ils sont issus de grands mouvements gaullistes, certains, donc elle a une vision gaulienne, Marine Le Pen. D'ailleurs, c'est maintenant, je dirais, la seule aujourd'hui à avoir une vision gaulienne au deuxième tour de la présidentielle. Parce que nous avons un président qui est l'antithèse du gaullisme. Parce qu'il nie la souveraineté de la nation, qu'il souhaite se voir diluée dans la Commission européenne. Il nie au peuple son pouvoir constituant. Donc s'il y a bien, je veux dire, la négation même du gaullisme, c'est Emmanuel Macron. Et donc évidemment que les liens et le dialogue qui est souhaité, c'est un dialogue de concorde. Elle l'a d'ailleurs dit dans sa dernière allocution à destination de la Nouvelle-Calédonie, là pour les élections. Elle avait fait une vidéo spécifique où elle parle de ça. Elle veut un dialogue dans l'unité et dans la concorde. Elle a toujours dit que pour elle, après la série de référendums, il n'y avait pas de vainqueur et pas de vaincu. Il y a eu des réponses qui ont été données, juridiques, mais il ne faut pas considérer une partie de la population comme vaincue et l'autre comme vainqueur. Nous sommes calédoniens, nous sommes en même temps français. Il faut donc que le dialogue se fasse dans la concorde, le respect mutuel, la compréhension. Et il n'y a que des gens qui sont attachés à ces valeurs fondamentales d'identité et de terroir qui peuvent se comprendre. Je pense que c'est très important. Une des raisons pour laquelle il n'y a pas de dialogue aujourd'hui, on peut le comprendre quand vous avez en face des gens qui ont une vision très technocratique et bureaucratique de la politique, face à des indépendantistes qui, eux, sont attachés à la survie de ce qu'ils disent, eux, être la survie de leur peuple, de leur culture et de leur identité. Mais quoi d'étonnant, regardez la carte électorale en France, elle l'a montré, la fracture sociale entre l'électorat d'Emmanuel Macron, qui sont en fait les urbains âgés et riches, les plus de 65 ans avec fort patrimoine urbain, qu'on oppose à l'électorat de Marine Le Pen, qui est lui diffus sur tout le territoire, régional, les 30-59 ans qui travaillent. Donc effectivement, il y a une incompréhension, il y a une France qui a été clivée, mais ça a été son travail, ça a été son pari à Emmanuel Macron, de continuer à cliver et à essayer, tout en ne représentant qu'un quart des Français, à essayer de faire barrage à la volonté de plus des 2/3 des suffrages qui se sont exprimés, qui se retrouvent sur les valeurs fondamentales de liberté, de référendum d'initiative citoyenne, de proportionnel à l'Assemblée, d'économie au service des petites entreprises locales, qu'elles soient régionales en France ou calédoniennes ici. Donc, on a un faisceau majoritaire et qui est en train d'être stigmatisé, divisé avec, malheureusement, alors, vous n'en faites pas partie, mais une presse nationale qui a été rachetée essentiellement par ce que j'appelle moi la Macronie, et qui déverse, on l'a vu cette dernière semaine, un flot de haine incroyable, avec des contre-vérités incroyables. Toutes les 10 minutes, vous avez une numérique de Libération qui déverse, mais de la calomnie. J'ai jamais vu ça. Franchement, moi, ça fait... je suis la vie politique depuis longtemps. En arriver à ce type de pensée unique et de manipulation médiatique, je pense que c'est révélateur de ce qu'est la Macronie, c'est-à-dire une imposture dictatoriale. C'est une dictature 2.0. Soft, on vous sourit, on vous passe la main dans le dos, mais en fait, derrière, il n'y a plus de démocratie. J'ai une question par rapport à un des projets de Marine Le Pen, qui est le référendum d'initiative citoyenne. Ça peut être un peu flou pour les Calédoniens. Est-ce que ça va nous concerner? Oui, parce que ça rappelle... Alors, le référendum d'initiative citoyenne, il ne s'applique pas en ce qui concerne le statut de demande d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. Mais on pourra voter. Mais bien sûr, nous sommes citoyens français. C'est-à-dire que pour toutes les lois de la République qui s'appliquent ici, celles qui s'appliquent en Nouvelle-Calédonie,
ou si les citoyens calédoniens le souhaitent, en font partie, ils font partie des 500 000 Français qui peuvent déclencher le seuil d'examen, de modification d'un projet de loi. Et sur quel sujet, par exemple Alors, c'est tous les sujets de loi qui régissent la France. Hein. C'est démocratique. Hein. C'est-à-dire que, je ne sais pas, imaginons qu'il y a une loi qui concerne, par exemple, la famille, qui concerne aussi, qui s'applique aussi en Nouvelle-Calédonie. C'est un sujet national. Ben, ils peuvent y participer. Ils sont à égalité avec tout Français. La voix d'un citoyen français calédonien, c'est la voix d'un citoyen français breton, corse. Mais avec le transfert de compétences, il y a peut-être des choses qui s'appliquent en France qui ne s'appliquent pas forcément en Calédonie. Tout à fait, mais il y en a beaucoup qui s'appliquent en Calédonie. Hein. Et voilà. Dans le cas où la Calédonie est compétente sur ce domaine, j'imagine qu'on votera pas forcément sur le sujet. Si c'est un changement d'une loi qui ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie. Bah, les Calédoniens sont citoyens français à part entière. D'accord. Donc ils peuvent intervenir sur les lois nationales. Parce que vous-même, vous prenez l'avion, vous arrivez en métropole, vous êtes française, comme quelqu'un de Lifou qui prend l'avion, qui arrive en métropole. Et concernant le futur statut donc, de la Nouvelle-Calédonie, est-ce que Marine Le Pen veut conserver la période de transition de 18 mois? Est-ce qu'elle veut conserver le référendum de projet Naturellement, en fait, le référendum de projet et la période de transition, c'est la période de la discussion. Enfin, je veux dire, donc, évidemment, puisqu'elle souhaite des discussions dans la concorde. Alors la concorde, est-ce que ça prend 18 mois, 17, 19, peu importe, le tout c'est d'arriver... parce que cet accord de 18 mois, c'est un accord politique qui donne une durée raisonnable. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Hein. Si la concorde arrive avant, tant mieux. Et évidemment, parce que ça fait partie de l'esprit qu'elle souhaite au niveau national, un projet de statut, il est soumis à référendum des gens qui le concernent, que ce soit au niveau national ou au niveau local pour la Nouvelle-Calédonie. Donc pour la Nouvelle-Calédonie, il sera évidemment soumis à ratification référendaire des Calédoniens, puisque c'est le statut qui les concerne, ça c'est naturel. D'accord. Une démarche complètement naturelle pour elle, et ça correspond en plus à sa vision nationale, donc il n'y a pas de... Oui. Est-ce qu'elle a émis d'ailleurs une position par rapport à cet avenir institutionnel, une préférence? Non, elle souhaite justement recueillir les avis de ce qu'elle appelait toutes les forces vives, politiques, mais aussi société civile, et elle ne peut pas, elle le dit elle-même, je ne veux pas vous présager d'une solution parce qu'elle viendra de vous. Elle ne souhaite pas imposer quelque chose qui ne fasse pas consensus pour être présenté aux Calédoniens. Il faut une assiette à minima consensuelle pour pouvoir aller à un référendum. Il ne faut pas passer en force et imposer un statut, ce qui reviendrait à risquer d'exclure une partie de la population qui ne s'estimerait pas prise en compte. Voilà. Il y a des partis indépendantistes qui ont déjà appelé à s'abstenir au second tour, donc ne voter ni pour Emmanuel Macron ni pour Marine Le Pen. Je ne sais pas si la candidate a été mise au courant parce que les délais sont quand même assez courts. Oui, elle le sait, bien sûr. Bien sûr. Comment elle réagit à ça? Est-ce qu'elle ne voit pas dans cette décision une future difficulté dans le dialogue avec les indépendantistes? Non, en fait, la position des indépendantistes, c'est de dire, en fait, justement, c'est l'élection de la France, c'est pas la nôtre. C'est une position qu'on peut comprendre d'un point de vue indépendantiste, mais c'est dommage. Vous avez appelé à voter Mélenchon, par exemple, au premier tour? Oui, au premier tour, mais alors ils n'avaient pas appelé à une grande participation. Disons qu'il y avait des sympathies Mélenchon, mais il y a aussi beaucoup de sympathies Marine. Faut le savoir, c'est que justement parce qu'ils apprécient chez Marine au moins cet attachement à l'identité, cet attachement à ce qui fait de nous une nation et ce qui fait de nous des territoires à personnalité. Inversement, et c'est pour ça d'ailleurs que les discussions sont arrêtées avant le troisième référendum, malheureusement, ils considèrent que le gouvernement actuel n'apporte pas de réponse à leurs attentes et en quelque sorte les traite avec mépris. Donc il y a des positions de partis officiels, mais je sais que moi je reçois aussi des témoignages de soutien et de sympathie de gens qui disent pour moi il n'y a pas photo, je suis indépendantiste, mais j'ai de l'estime pour Madame Le Pen qui au moins défend des valeurs similaires. Et donc certains me disent j'irai voter pour Madame Le Pen. D'accord. Changement totalement de sujet sur la crise sanitaire. C'est un sujet qui évidemment concerne beaucoup de Calédoniens. Quel est son positionnement, quel est le positionnement de Marine Le Pen sur le pass sanitaire et sur l'obligation vaccinale? Et quelle sera sa stratégie
en cas de nouvelle vague de Covid-19. Alors, elle est très claire, sa position. D'accord. Aucune loi ou décret liberticide. Elle estime qu'on a franchi le Rubicon, et d'ailleurs, aucun des députés, que ce soit au niveau européen ou national, n'a voté ces lois. Ils n'ont même pas voté, d'ailleurs, la loi qui mettait en place l'état d'urgence sanitaire, parce qu'en fait, c'est ça qui a permis ensuite que le Parlement délègue en fait la décision d'état d'urgence au Premier ministre et au ministre de la Santé, qui ensuite peuvent prendre des dispositions privatives de liberté. Donc, contre le pass sanitaire et contre le pass vaccinal, pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un de pragmatique, et on l'a tous vu d'ailleurs, et c'est pour ça que là, on a vu qu'on était au-delà du traitement de la crise sanitaire dans le positionnement du gouvernement Macron sur le pass vaccinal. On a bien vu qu'à partir du moment où, vacciné ou pas, maintenant on le sait, il y a des gens qui ont 3, 4 doses, vous attrapez, vous transmettez. La justification du pass n'existe plus. Parce qu'à l'initiale, on pouvait comprendre, quand on ne connaissait pas encore les choses, en disant on va mettre un pass parce que si on est vacciné, on ne contamine plus. À la rigueur, on peut entendre ça au départ. Mais on a très vite vu que ce n'était pas le cas. Donc à ce moment-là, à quoi sert le pass ? Si ce n'est à faire un contrôle social, à vous dire, à vous forcer à vous vacciner, alors que la vaccination n'est plus une protection épidémiologique. On l'a vu que partout où les pays sont ultra vaccinés, ça flambe, parce que vous transmettez, vous attrapez. Mais dans certains cas, et encore maintenant ça devient de plus en plus nuancé, on le voit malheureusement avec les statistiques, et puis aussi la banalisation du virus, une protection individuelle. Donc il y a effectivement des gens fragiles, etc., qui peuvent avoir intérêt parfois à se faire vacciner, une balance bénéfice-risque. Et donc cette balance bénéfice-risque, dans ce cas-là, elle appartient aux citoyens. Mmh. Il n'y a pas, là, sa position est très claire. Le Français est quelqu'un d'adulte. S'il veut se soigner, il prend l'avis d'un médecin, il prend un avis éclairé, et il prend un choix éclairé. Là, en fait, on a mis les gens dans une contrainte sociale telle qu'on a clivé la société, on l'a mise en impossibilité de fonctionner parfois, puisque l'hôpital, on a suspendu 15 000 soignants en métropole, ce qui nous a aussi posé des problèmes ici. On les a suspendus immédiatement sans salaire. Donc elle, si elle est élue, non seulement elle les réintégrera, mais en plus, elle reprendra leur salaire tel qu'ils auraient dû être versés, parce que c'est des gens qui sont en grande détresse sociale. Et enfin, on a interdit à des gens d'ouvrir leur commerce, d'exercer leur activité, alors que les gens pouvaient s'entasser dans les transports en commun ou aller au supermarché. Mmh. Donc il n'y a pas de logique sanitaire là-dedans, il y a une logique sociale, il y a une logique de contrôle social, il y a une logique de parti pris. Qu'aurait-elle fait ? Elle l'a dit en fait, elle aurait pris des mesures spécifiques, c'est-à-dire que si effectivement, mais équitable pour tout le monde, c'est-à-dire que si vous mettez des règles de distanciation sociale, à ce moment-là, on les met partout. Il n'y a pas de raison de dire votre commerce ou votre activité, elle est non essentielle. À ce moment-là, pourquoi non essentiel ? Sur quels critères ? D'ailleurs, est-ce que, vous savez, pour un coiffeur, son salon de coiffure, c'est essentiel. Le petit commerce de proximité, c'est essentiel. Donc, aussi essentiel que le supermarché, parce qu'effectivement, les urbains, eux, ils peuvent aller dans certains supermarchés ou les périurbains, d'autres ne peuvent pas. Quelle est la logique sanitaire, par exemple, à avoir permis aux gens de ne pas avoir de passe pour s'entasser dans le métro, et puis demander un passe dans le TGV ou dans l'avion ? Donc si elle est élue, il n'y aura plus de passe sanitaire, ni d'obligation vaccinale, ni même de confinement. Alors, pas forcément. Alors, le confinement, ça a été une mesure qu'elle a dénoncée comme étant inefficace, parce qu'on s'en est aperçu. Alors, il n'y a pas qu'elle qui... Encore une fois, ce qui est surprenant dans cette crise, et ça a été surprenant d'ailleurs ici, quand on a eu affaire à la deuxième phase, on a bien vu ce qui se passait dans le reste du monde. Et c'est pour ça que ces conseillers, Marine Le Pen aussi, ont eu cette optique-là. On a le recul. On a eu la chance en Nouvelle-Calédonie, effectivement, c'est vrai, d'être en retard, d'avoir finalement. un sas qui a duré extrêmement longtemps. Et c'est même, d'après les spécialistes, c'est même miraculeux. Quoi, oui. Je veux dire, voilà. Oui. Donc ça aurait dû nous permettre d'observer ailleurs. Tout à fait. Dire, voilà, ça c'était la peine de le faire, ça c'est pas la peine de le faire, etc. Et quand on observe d'ailleurs, on s'aperçoit qu'une fois que le virus circule, partout où il a circulé, entre les pays qui ont confiné et qui n'ont pas confiné, il n'y a aucune différence épidémiologique en termes de victimes à terme, etc. Voire même pire, c'est-à-dire que si vous interdisez au médecin de première intention, qui est le médecin généraliste, vous lui interdisez certains traitements, à qui on a fait des procès, etc., vous dites aux gens, écoutez, je vous donne du Doliprane, vous restez chez vous, donc on confine les gens en famille. En famille, en fait, le taux de contamination dans un univers clos est beaucoup plus rapide et beaucoup plus élevé que si vous permettez à la famille de vivre sa vie normalement.
Donc ça, c'est pas nous qui le disons, hein, il y a eu des épidémiologistes, je cite, d'ailleurs, il est connu mondialement, M. Ioannidis, de l'université de Berkeley, qui est professeur de médecine, épidémiologiste, il y en a d'autres, qui ont fait des études, méta-études, et qui ont fait ça la première année. Donc on avait ce recul-là, on disait que ça, c'est plus la peine. Une fois que le virus est là, qu'il circule, vous aurez beau faire ce que vous voulez, si vous renvoyez chacun chez vous, mais en fait, vous faites autant de mini-clusters. En fait, c'est ce qui s'est passé en France et en Italie au début de la crise. Au début, on ne connaissait pas, mais l'hôpital s'est fait submerger, parce qu'on a renvoyé chacun dans ses foyers en disant on clôt le pays pour que ça ne circule pas, ce qui est très compliqué parce qu'un virus, c'est pas que aéroporté, c'est manuporté. Donc, à moins de mettre chacun dans un scaphandre étanche, ce qui est virtuellement impossible, c'est compliqué. Il faut bien que les gens s'alimentent, il faut bien. Donc, on a créé une multitude de clusters, puis on a dit aux gens vous allez à l'hôpital quand c'est grave. Bah, évidemment que vous saturez l'hôpital. Et vous saturez d'autant plus que sur les 10 dernières années, vous avez supprimé 90 000 lits. Vous voyez, donc, effectivement, cette crise, elle a été le révélateur d'un manque de stratégie. On a fait de l'hôpital une logique comptable, on a tout mis sur l'ambulatoire, on n'a pas prévu le cas de crise, etc. À un moment donné, on n'avait même pas de masque, donc on disait que ça servait à rien. Et après, quand on a réussi à en faire venir, on dit que c'était utile. Alors, en fait, le masque, c'est pas une arme absolue, il est utile quand on est très proche, pour les projections. Après, on sait bien que le virus est aéroporté, c'est pas un masque, voilà. Donc, elle a dit que c'était des mesures pragmatiques, adaptées, mais on ne ferme pas un pays, et surtout, on ne politise pas la médecine. C'est ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'on a interdit à des médecins d'essayer des traitements de première intention. En disant, ça ne marche pas, alors qu'il y a des études qui sont contradictoires là-dessus, et qui disent que le bénéfice-risque, il est quasi nul. Il y a un prix Nobel de médecine japonais qui, lui, a préconisé traitement à l'ivermectine notamment, d'autres à l'hydroxychloroquine, et qui disent, en première intention, en traitement immédiat, c'est tellement peu cher, il y a tellement de bénéfices que même si ça marche à 30%, essayez-le plutôt que de rien faire, etc. On n'a même pas tenu compte de ça. Pourquoi? Et c'est là où on voit le système dans lequel nous sommes enfermés, qui est très lié à la Commission européenne et à ce qui tourne, moi, ce que j'appelle, franchement, et je suis encore une fois étonné on a taillé un costard, passez-moi l'expression, à François Fillon en 2017, parce qu'il s'était fait offrir justement un costume à 5 000 €. Mais quand vous voyez le système qui tourne entre McKinsey, Pfizer, la Macronie, la Commission européenne, opacité des contrats envers Pfizer, opacité du conseil de McKinsey dans la crise sanitaire, parce que c'est McKinsey en fait qui a conseillé l'administration française sur la gestion de la crise sanitaire. On a quand même dépensé 1 milliard d'euros pour McKinsey. L'influence des ex-McKinsey dans le gouvernement Macron, il y a tout un système, effectivement, et quand vous savez qu'effectivement la vaccination était mise en AMM, en autorisation temporaire, parce que la règle c'est qu'il n'existe aucun traitement pour pouvoir le faire, vous comprenez pourquoi on a considéré qu'il n'y avait aucun traitement, que même les traitements proposés de base peu chers n'étaient pas intéressants. Donc la réalité de la crise, c'est que quand il y a des enjeux pour un laboratoire comme Pfizer de 41 milliards d'euros par an, effectivement, le lobbying est très très fort. Et on a vu dans cette crise que finalement, la France n'a été que le jeu des lobbies de la Commission européenne, avec une certaine complaisance, et qu'aujourd'hui, vous avez notamment les députés du groupe Rassemblement National au niveau du Parlement européen qui se battent depuis des mois pour avoir le détail des contrats entre Pfizer et les contrats qu'a passé Madame von der Leyen, et que ces documents ne sont pas transmis. Et il y a une intervention du médiateur, d'ailleurs, qui intervient là-dessus, que les contrats sont caviardés, on n'a pas les clauses, donc vous avez de l'argent public qui est dépensé pour l'équivalent d'à peu près 7 à 8 doses par Européen à venir. Sur quelle base, on ne sait pas. D'accord. Donc, voilà. Donc ça, c'est pas une gestion, ça serait une gestion nationale, d'ailleurs, parce qu'on a des médecins nationaux, on a une coordination nationale, et ça sera aux médecins de soigner, et non pas aux politiques d'imposer une certaine vue qui, en plus, et on le voit au niveau européen, est fortement soupçonnée de conflit d'intérêts. D'accord, donc la stratégie sera différente. En conclusion, dans le quotidien des Calédoniens, donc vraiment leur journée, leur week-end, vraiment leur quotidien pur, pourquoi il faudrait préférer Marine Le Pen à Emmanuel Macron? Pour les libertés. Vous parlez de quotidien, on a sorti, là c'est juste suspendu, mais si demain on vous remet le pass vaccinal,
l'obligation vaccinale pour vos enfants à partir de 5 ans. Si on vous interdit d'aller vous promener au parc parce que, ben non, madame, il vous manque une dose, parce qu'on a dit maintenant c'est 4 doses, ou il vous manque X doses. Et hors Covid, si par miracle le Covid est finalement derrière nous, hors Covid, ça serait quoi les raisons? Eh bien, ça sera en plus des libertés, parce qu'elle est très attachée à ça. Il ne faut pas oublier qu'elle est avocate de formation, et elle tient au fondement de notre Constitution qui est fondée là-dessus, liberté, égalité, fraternité. Justement, dans la fraternité et l'égalité, il y a le pouvoir d'achat. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait d'être dans un environnement économique où l'État veillera à ce que l'économie soit au service de l'homme et non pas au service de la finance. D'accord. Voilà. Et on voit qu'une partie de la population, moi j'oublie pas, hein, et ça me va pas d'ailleurs, je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus. Vous avez un Calédonien sur 4 qui vit sous le seuil de pauvreté. Tout à fait. Alors moi je veux bien, vous savez, ici nous sommes en centre-ville, etc. Nous prenons notre voiture à 10 minutes d'ici, puis nous allons au Quendo Beach, et on voit ce que sous le quinquennat Macron est devenu le Quendo Beach. Vous avez des terrains de l'État, des terrains de la province, des terrains de la ville de Nouméa, qui sont effectivement complètement squattés, mais c'est erratique, quoi. C'est quand même fou qu'on ait laissé ça faire et qu'on ne se soit pas préoccupé des causes profondes, qu'on n'agisse pas alors vers l'économie de proximité, parce que en fait, beaucoup de gens sont dans la débrouille, sont dans le parallèle. Alors c'est bien, on parle de grands projets, mais le Calédonien qui sait faire des choses et qui est travailleur, la difficulté qu'il peut avoir à avoir un accès à un compte bancaire, à pouvoir être patenté, avoir sa petite entreprise, on n'a pas essayé de travailler là-dessus. On a fait des choses, des grands projets, on a recruté beaucoup de jeunes dans l'administration, ça oui, mais un pays ne peut pas se développer s'il n'a pas une contrepartie économique, j'allais dire, privée, réelle et pérenne dans le temps. Et ça, on a laissé toute une partie de la population à l'écart du chemin. D'accord. C'est pour ça que nous, on ose le terme, mais on l'assume complètement au Rassemblement national. On a réussi, en partie, la décolonisation politique, mais on a raté la décolonisation économique. Et quand j'emploie ce terme de décolonisation économique, je n'y mets pas de l'idéologie, je n'y mets pas de la faute à l'un ou à l'autre, parce que les causes, elles sont multiples, elles sont des deux côtés, mais elles sont culturelles, elles sont peut-être au fait qu'il est difficile, en milieu tribal, coutumier, d'avoir un accès plus libre à l'économie, il y a les contextes sociaux, il y a tout un tas de choses. Mais on n'a pas travaillé là-dessus. Et si on ne travaille pas là-dessus, on aura un problème. Parce qu'il y a un clivage entre la jeunesse, notamment kanak, et une partie de la jeunesse océanienne, mais moindre, et puis l'économie. C'est-à-dire que vous prenez les pages jaunes de l'annuaire, c'est l'exemple que donne souvent notre secrétaire fédéral, en 20 ans, en quoi ça a évolué en termes de répartition, j'allais dire plus ou moins harmonieuse, des différentes composantes de la société calédonienne qu'on va retrouver comme artisan, comme coiffeur, comme avocat, comme médecin, etc. Or, et c'est là où c'est important de regarder un peu ailleurs, dans le reste de l'outre-mer, il y a une grosse évolution là-dessus. Vous savez, la Réunion, ça représente, les entrepreneurs représentent la variété réunionnaise. Vous allez à la Guyane, vous allez aux Antilles, c'est le cas. Donc, on doit travailler là-dessus, et c'est une raison pour laquelle une présidente attentive à cette orientation, dans le quotidien, ça finit par peser, en fait. Mais si on fait rien pendant un quinquennat, pendant 20 ans, on a la situation qu'on a actuelle, avec des zones très très défavorisées, des gens qui sont exclus économiquement, et ça, socialement, à terme, c'est pas bon. Donc, si je dois résumer, c'est la candidate des libertés, du pouvoir d'achat, peut-être un peu moins d'inégalités également. Oui, parce que on nous traite de populistes, mais moi, je suis fier. Je suis fier de m'occuper du peuple français, enfin d'avoir cette préoccupation. On en fait tous partie. C'est pas un mot sale. Pour moi, c'est un mot noble qui a toute sa dimension. Et au contraire, je trouve ça très méprisant de dire ça. Ça veut dire, oui, vous courtisez les pauvres. J'ai entendu ça, mais je dis, mais moi, je ne courtise pas, je ne me satisfais pas. Dans un pays tel que la France, qu'on ait en métropole 15% de gens sous le seuil de pauvreté et 25% en Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est tout. C'est pas. J'ai envie de pouvoir me promener dans la rue. Si vous voulez,
Le bien-être social de base, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un petit revenu, un petit emploi, etc., qui puisse vivre correctement, etc., c'est la richesse de ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir tous se promener, se croiser dans des endroits qui sont agréables parce que c'est notre bien commun. Et c'est ça, et c'est rien d'autre. Excellent. Eh bien écoutez, Guy-Olivier Quenouet, merci beaucoup. Je vous en prie.